Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space, l'émission. Au programme de votre émission, on va commencer avec l'actualité comme toutes les semaines et votre séquence, le Call Actu. Et cette semaine, on va parler de Plan France 2030 et de cette première réunion organisée à Bercy dédiée au volet spatial. On parlera aussi d'Eutelsat qui annonce des résultats en baisse ce trimestre mais qui maintient ses ambitions à la hausse. Ariane 6 qui passe une étape majeure avec les essais d'allumage de son moteur Vinci. Et puis enfin Exotrail qui signe un contrat institutionnel. Le premier, nous aurons David Henry, cofondateur de la start-up en ligne avec nous pour le Call Actu. Et puis au cœur de cette émission, on va parler de cette idée absolument dingue qu'a été la mission DART que vous avez pu suivre il y a quelques jours déjà. Cette mission qui consistait à envoyer un satellite s'écraser sur un astéroïde. Pour comprendre ce projet de défense interplanétaire ambitieux, nous aurons la chance d'avoir en plateau avec nous le responsable du programme ERA pour l'Agence spatiale européenne. Voilà pour le sommaire, on démarre tout de suite avec l'actualité sur Bismart. France 2030, le premier comité de pilotage du volet spatial s'est réuni cette semaine à Bercy. Bruno Le Maire, Sébastien Lecornu et Sylvie Retailleau, mais aussi des acteurs du secteur comme François Chopard de Stardust ou encore Antoine de Chassis de Loft Orbital. Le comité en a profité pour dévoiler les 15 premiers lauréats des dispositifs lancés dans le cadre du plan France 2030 il y a déjà un an. Parmi les startups, Latitude, Sirius Space qui propose des mini-lanceurs réutilisables, mais aussi Hyperspace qui développe une nouvelle méthode de propulsion. Cette réunion a également permis de faire le bilan sur les premières mesures lancées depuis novembre 2021 et pour le CNES de signer son contrat d'objectif de performance. Autre actualité, Ariane 6 qui franchit une nouvelle étape avant son premier vol, un premier essai de mise à feu de l'étage supérieur cryogénique et du moteur réallumable Vinci. Une étape réussie sur le site de Lampolshausen en Allemagne. Alors ces tests, ils sont menés parallèlement aux tests combinés entre le lanceur et son pas de tir qui sont réalisés par le CNES et qui se déroulent actuellement au Centre spatial guyanais sous la supervision de l'Agence spatiale européenne. Pour autant, malgré cette réussite, on n'a toujours pas d'informations sur la date de lancement de cette très attendue Ariane 6. Autre actualité, Eutelsat qui annonce une baisse de 4,5% de son chiffre d'affaires au premier trimestre. Le troisième opérateur mondial de satellites évoque une baisse importante de son activité broadcast. Le groupe est toutefois confirmé l'ensemble de ses objectifs pour l'année, l'exercice en cours et les suivants. Donc pour l'exercice 2022-2023, entamé le 1er juillet dernier, Eutelsat fixe un objectif de chiffre d'affaires entre 1,15 et 1,18 milliards d'euros. Une ambition à la hauteur des moyens mis en œuvre. Pour rappel, le groupe a annoncé fin juillet un projet de fusion avec le britannique OneWeb pour donner naissance à un géant européen des satellites. Et de cette fusion, Eutelsat espère générer un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros d'ici 2027. Dernière actualité, France 2030, on en a parlé tout à l'heure, entend offrir de nombreuses opportunités aux startups françaises, comme pour la startup Exotrail qui décroche la première mission institutionnelle française de logistique en orbite. Les institutions françaises ont donc choisi l'opérateur de logistique pour assurer une capacité de transfert de satellites en orbite basse. Alors pour comprendre les enjeux de ce contrat, nous avons justement en ligne avec nous David Henry, cofondateur de la start-up Exotrail. Bonjour David. Alors ce contrat il concerne votre service Space Drop. Est-ce que vous pouvez commencer par nous rappeler de quoi il s'agit ? Bonjour Cécilia, merci de l'invitation. Alors Space Drop, en fait, c'est un service, comme vous en avez parlé, de logistique spatiale. Donc avec Space Drop, nos clients peuvent déployer leurs satellites sur des endroits précis en orbite. Et en fait, nous, on assure le service de la logistique pour les emmener jusqu'à cette orbite. Donc ils vont nous livrer leurs satellites. Nous, on va le mettre sur un véhicule qu'on appelle le Space Van. On va mettre ce véhicule sur une fusée. La fusée va être lancée dans l'espace, le Space Van va se détacher de cette fusée et ensuite on va, grâce à des moteurs que l'on développe qui sont construits et assemblés sur le Space Van,
on va pouvoir en fait déplacer le Spacevan jusqu'à une orbite différente de celle du lancement, à un plan, une altitude, une inclinaison qui est spécifique, et on va pouvoir éjecter le satellite à sa destination. Alors ce projet, c'est ce qui vous démarque sur le secteur français et même européen en matière de logistique spatiale. Qu'est-ce qui représente ce contrat institutionnel? Est-ce que vous serez les seuls donc, à offrir ce service? Qu'est-ce que ça veut dire pour votre activité? Alors, ça représente beaucoup de choses pour nous. Déjà, c'est un contrat qui est important. C'est une première mondiale, c'est-à-dire qu'on a le CNES et l'État français qui, sur le sujet de la logistique spatiale, affirment une position ambitieuse d'aller vouloir développer un leader sur son territoire. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment l'équivalent d'une mission comme ça pour déplacer une vraie charge utile opérationnelle en 2024. Donc dans un autre pays, donc ça c'est quelque chose qui est extrêmement positif. On a de la concurrence, on en a même en Europe, on en a aux États-Unis, et donc l'enjeu de notre véhicule, c'est grâce à la maîtrise en interne, notamment des technologies de propulsion, c'est un peu comme un service de logistique, et en fait on a grâce à cette efficacité supplémentaire la capacité d'avoir une masse d'emport et une portée de notre véhicule qui est supérieure assez largement à celle de la concurrence. Et puis enfin, c'est aussi nous, comme on a d'ailleurs, j'ai pu en discuter sur le plateau de Bismarck il y a quelques années maintenant, mais on a beaucoup poussé les pouvoirs publics français et européens pour être capable de soutenir le tissu des startups en France et en Europe avec des contrats opérationnels plutôt que des subventions. Et c'est ce qui a été réalisé avec cette mission. Alors autant les appels d'offres qui ont été annoncés sur le sujet micro-lanceurs sont encore aujourd'hui des subventions, mais ça devrait se transformer en contrat dans les années qui viennent. Mais nous, en revanche, c'est un vrai contrat, c'est-à-dire qu'on doit vraiment déplacer une vraie charge utile en orbite basse. Et ça, c'est un extrêmement bon signal, je pense, pour le futur du spatial en France et en Europe. Un contrat qui concrétise l'intérêt du gouvernement et des institutions pour ce nouveau secteur spatial et start-up que vous représentez, David Henry. Alors juste avant, vous aviez annoncé dans le courant de l'IAC un contrat aussi avec Airbus pour embarquer vos propulseurs à bord des satellites de taille moyenne d'observation de la Terre d'Airbus. Encore une bonne nouvelle cette semaine. Quelle est la prochaine étape pour Exotrail ? Alors, c'est effectivement une très bonne nouvelle. On a signé un accord avec Airbus effectivement pendant l'IAC pour équiper leurs satellites d'observation de la Terre avec nos nouveaux propulseurs Spaceware Mini, qui sont des propulseurs adaptés spécifiquement pour ces satellites, ces petits satellites mais d'assez grande taille. Pour être tout à fait transparent, ces deux contrats qu'on annonce, c'est globalement à peu près 20% des contrats qu'on a signés ces quelques derniers mois. Les autres, on n'a pas encore l'autorisation de par nos clients de les annoncer, mais on a eu des semaines d'activité très très riches. Donc une des prochaines étapes pourrait être d'annoncer ces contrats qui sont déjà signés et qui ont été signés notamment en Amérique du Nord, au Japon ces dernières semaines. Et après, nous, on a beaucoup d'étapes qui nous attendent. On a une capacité de production de nos moteurs qu'on va augmenter l'année prochaine. On a notre usine actuelle qui est déjà remplie et chargée jusqu'à peu près le milieu de l'année prochaine. L'objectif, c'est d'augmenter notre capacité de production à plus de 100 moteurs par an pour assurer la cadence. C'est évidemment la première mission du Spacevan, avec la première mission Space Drop qui sera en octobre 2023, dans un an, qui volera sur un Falcon 9 de SpaceX. Et puis, c'est évidemment de continuer à déployer nos solutions logicielles, puisque comme les opérateurs de logistique sur Terre, on fait du logiciel pour aller concevoir des missions et puis opérer nos Spacevan et les satellites de nos clients avec du logiciel. Et on aura un certain nombre de nouveaux produits qui seront déployés au milieu de l'année prochaine, notamment autour du sujet d'opération de satellites. Donc voilà, ces 12 prochains mois vont être très riches pour Exotrail et ces deux contrats introduisent un petit peu cette période. On n'a pas eu le montant de ce contrat institutionnel. Est-ce que vous avez le droit de le révéler ? Alors, pas encore tout à fait, parce que il y a encore certaines étapes de procédures on va dire closing, de marché public, etc. Mais c'est globalement un contrat de plusieurs millions d'euros. Voilà, c'est aujourd'hui à date le plus gros contrat d'Exotrail. Et donc c'est un contrat qui est important, encore une fois, pour aller déplacer 50 kilos de charge utile en orbite basse. C'est en 2024 que ça va voler. Et le montant, c'est
c'est un montant à 7 chiffres, voilà. Merci pour ces détails, ces prémices d'information. Merci beaucoup David Henry, cofondateur d'Exotrade, d'avoir pris le temps de répondre à notre call actu. On espère vous revoir bientôt sur Smart Space, peut-être pour échanger sur votre actualité. Allez, on enchaîne quant à nous avec notre Space Talk sur Bismart. Envoyer un satellite s'écraser sur un astéroïde, c'est le projet fou que vous avez pu suivre il y a quelques semaines et voir à l'œuvre sous vos yeux. La mission DART a rempli ses fonctions à la perfection, déviée de sa trajectoire. Un astéroïde. Si bien d'ailleurs que la déviation de trajectoire a été presque plus importante que prévu, on va en parler. C'est ce que nous apprennent en tout cas les résultats dévoilés cette semaine par la NASA. Comme vous voyez, je représente la NASA aujourd'hui, mais nous avons aussi un représentant de l'ESA, puisque nous avons la chance d'avoir en plateau Yann Carnelli, responsable de la mission Hera pour l'Agence spatiale européenne. Bienvenue sur le plateau. Merci, bonjour. Alors, la mission Hera, qu'est-ce que c'est précisément? Parce que là, on parle de la mission DART, il faut bien qu'on comprenne ce projet d'ensemble que représente la défense planétaire pour l'Agence spatiale européenne. Tout à fait. Alors, en fait, cette mission conjointe a été étudiée du début et conçue du début, il y a 17 ans, comme deux missions indépendantes mais complémentaires. C'est-à-dire que pour tester complètement la technique de déviation d'astéroïdes, il fallait d'abord percuter un astéroïde et changer sa trajectoire. Et ensuite, envoyer une deuxième sonde pour étudier de près ce qui s'est passé, sachant que la première a été détruite dans l'impact. Et donc, depuis la Terre, l'astéroïde n'est qu'un point lumineux, donc les informations qu'on peut obtenir sont très limitées. Donc il faut aller sur place, investiguer de près ce qui s'est passé et compléter l'expérience en prenant toutes les données des instruments scientifiques. Oui. Alors, qui a eu cette idée assez dingue d'envoyer se jeter, presque en mission suicide, un satellite sur un astéroïde? Alors, c'était le début des années 2000. Peut-être tout le monde se rappelle du film Armageddon, Bien effectivement. Sûr. Et en ces années, il y avait beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on fait? Les agences, notamment la NASA et l'ESA, l'Agence spatiale européenne, ont travaillé sur plusieurs scénarios. Alors à l'époque, c'était un peu fou. On pensait à attacher des moteurs sur des astéroïdes ou les peindre d'une couleur différente pour changer la température. Il y avait plusieurs concepts. Et l'Agence spatiale européenne a sorti un appel à idées à l'industrie. Et on a fait une sélection. Et finalement, c'est un professeur italien qui s'appelle Andrea Milani, qui est décédé malheureusement il y a quelques années, qui a proposé ce concept avec des industriels de justement tester comment l'interaction avec un astéroïde, donc en percutant et en étudiant. À l'époque, ça s'appelait Don Quichotte, la mission. Et au fait, on a essayé au fur et à mesure, donc on l'a étudié, on a développé des technologies, ça a pris du temps. Et finalement, ça a été, le concept a évolué jusqu'à quand les Américains ont proposé au fait un astéroïde binaire qui simplifiait beaucoup la mission. Donc, précisons binaire, c'est-à-dire qu'il y avait un astéroïde principal et avec une petite lune, voilà, avec une petite lune qui tourne autour. Et donc, au fait, en percutant cette petite lune, la mesure est beaucoup plus simple parce qu'on va changer la vitesse de la Lune autour de son orbite qui est de quelques centimètres par seconde, de quelques millimètres par seconde, plutôt que changer la vitesse d'un astéroïde autour du Soleil qui est de plusieurs kilomètres par seconde. Et donc mesurer 1 millimètre par seconde sur des kilomètres par seconde, c'est beaucoup plus compliqué. Donc en fait, cette idée de l'astéroïde donc double a été proposée par un scientifique américain, Andy Chang, pendant une conférence. On était en train de discuter dans un café et il a eu cette idée. Et ensuite, la chance a été qu'on a trouvé un astéroïde parfait, Didymos, qui est passé près de la Terre donc, il y a 2 semaines. Et tout a été développé autour de cet objet. Au fait, il est parfait pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la taille de la Lune est exactement la taille qu'on veut, parce que ça représente la taille des astéroïdes les plus dangereux pour la Terre, 100 mètres, 150 mètres. Donc c'était un scénario réaliste sur le choix. Tout à fait, exactement. Donc on a la cible exactement la taille des astéroïdes qui sont plus dangereux, parce qu'au fait, ils sont petits, donc ils ne reflètent pas beaucoup de lumière. Et ils sont difficiles à détecter. Et il y en a beaucoup. Il y en a des millions dans le système solaire. Et en plus, cet astéroïde, donc, il est binaire, il nous permet de faire cette expérience de façon plus simple. Et enfin, il est passé très proche de la Terre, donc à 10 millions de kilomètres, qui n'est pas beaucoup. Il est dans la zone où on peut effectivement utiliser même les radars à terre pour l'observer. Donc ces 3 facteurs ont fait en sorte que
Voilà, c'était la cible parfaite. Alors, on était déjà allé sur un astéroïde avec la mission Rosetta. Qu'est-ce qui diffère là, technologiquement? Quel a été le défi? Parce qu'on pourrait se dire, sur le principe, l'énergie cinétique, c'est assez simple. Oui. C'était facile à mettre en œuvre. Qu'est-ce qui diffère de la mission Rosetta, qui, elle, était quand même assez complexe? Il fallait poser un atterrisseur sur l'astéroïde. Tout à fait. Alors d'abord, Rosetta s'est posé, le lander de Rosetta Philae s'est posé sur une comète. Alors les comètes et les astéroïdes sont des objets très proches, mais pas tout à fait. Donc la comète est un peu comme est riche en eau, donc elle évapore et donc elle a cette queue magnifique qu'on observe. Et ce qui fait que piloter une sonde autour d'une comète est encore plus difficile qu'autour d'un astéroïde parce qu'on a toute cette poussière qui est éjectée et qui impacte la sonde et donc la pousse un peu comme la voile. Voilà. Donc on avait fait plus dur, c'est ça que vous dites? C'est un peu plus dur, effectivement. Oui. Alors, par contre, pour Hera, ça sera difficile d'une autre façon parce que c'est un astéroïde double, donc le champ gravitationnel est dynamique, bouge. Et la taille de Dimorphos, donc la lune de Didymos, est extrêmement petite, 150 mètres. La comète de Rosetta faisait 4,5 km, si je me souviens bien, de diamètre, donc c'était un peu plus facile. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que justement, le champ gravitationnel de l'astéroïde est tellement faible qu'il est même plus faible que la pression de la lumière sur la sonde. Donc, au fait, on joue sur des équilibres très précaires et on peut faire des trajectoires incroyables justement pour explorer ce nouveau monde. Et on utilisera beaucoup de retours d'expérience, effectivement, de Rosetta. Le plus simple, c'est qu'au fait, on a les mêmes équipes à l'Agence spatiale européenne qui sont en charge des opérations. Donc, tous les outils qui ont été développés vont être réutilisés pour Hera. Alors, c'est ça qui est intéressant, hein, c'est que cette mission, elle a été mise en place d'une façon presque New Space. Hein, vous m'en parlez pour la préparation de cette émission. C'est-à-dire qu'elle est allée vite. Il y a eu beaucoup de réutilisation technologique, de savoir-faire aussi, que vous êtes allé chercher des équipes de la mission Rosetta. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait en exploration, en recherche scientifique à l'Agence spatiale européenne? C'est la première fois qu'on a ce modèle d'aller vite, de faire peut-être aussi moins cher? Alors en fait, c'est pas la première fois. On a aussi des programmes technologiques qui sont faits justement exprès à l'Agence spatiale européenne pour prendre des nouvelles technologies et les démontrer, les valider en orbite. Donc, c'est des missions qui prennent beaucoup plus de risques parce que l'objectif est la validation technologique. Donc, on s'est inspiré un peu de ces missions-là pour aller pour la première fois et les appliquer pour la première fois, ce qu'on appelle dans l'espace profond. Typiquement, les missions d'exploration dans l'espace profond sont des missions extrêmement chères, extrêmement complexes. On développe des nouvelles technologies pendant des décennies. Hera, c'est un peu différent. Hera, on a regardé ce qu'il y avait déjà dans l'industrie, qui était juste à 1 centimètre d'être prêt, et qui a été justement développé dans soit des programmes technologiques, soit des programmes d'exploration, et on les a pris pour faire une sonde très rapidement. Donc, c'est quoi, 4 ans? C'est 4 ans. C'est rapide. Voilà. Normalement, le développement d'une sonde prend 7 à 8 ans, même des fois 10 ans. Oui. Donc, de cette façon, on a essayé effectivement de prendre quelques raccourcis et de faire une mission low cost, sachant que c'est la première mission qui a été approuvée dans le nouveau programme de Space Safety de l'Agence spatiale européenne, qui s'occupe justement de la défense planétaire, de la météorologie spatiale et des débris orbitaux, et donc de nous protéger de ces dangers spatiaux. Et Hera est la première mission, donc on a essayé de faire petit, vite et simple. Est-ce que l'idée, c'est de continuer à développer ce modèle économique pour les prochaines missions planétaires? Alors je pense qu'effectivement, il y a une niche pour ce type d'application, surtout qu'il y a beaucoup de pays en Europe qui sont en train de monter en investissements spatiaux, surtout même des petits pays européens. Et donc, ça peut permettre effectivement de démocratiser un peu l'espace profond. Tout à fait. La prochaine mission, c'est quoi? Donc, après Hera, l'idée, c'est d'aller sur une autre cible, plus petite, différente. Donc, il y a
plusieurs options. Une des options, c'est l'astéroïde Apophis. Certains ont entendu parler parce que... Oui, il a une certaine réputation. Voilà, exactement. C'est le premier objet que pendant quelques mois, on était persuadé qu'il allait percuter la Terre. Ouais. C'était en 2009. Finalement, ce ne sera pas le cas, mais ça sera le premier objet de à peu près 450 mètres de diamètre. Qui va passer tellement proche de la Terre qu'il va passer à l'intérieur de l'orbite des satellites géostationnaires. D'accord. Et on pourra le suivre à l'œil nu. Ça, c'est prévu quand ? Ça sera prévu en avril 2029. D'accord. Et donc, il passe tellement proche de la Terre que les scientifiques disent que probablement sa forme va changer à cause de la gravitation terrestre. Et au fait, une des propriétés les plus inconnues des astéroïdes, c'est la structure interne. Et donc, étudier la structure interne directement, comme le fait ERA avec un radar, d'ailleurs français, de Grenoble, ou le faire de façon plus naturelle avec une déformation due au passage près de la Terre, c'est un paramètre clé pour des systèmes de défense planétaire. On comprend qu'on va continuer à développer toutes ces missions-là. Moi, ce que j'aimerais savoir, on parlait d'une réduction des coûts. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de trouver un budget, un financement pour des missions de deep space comme celle-là qui n'ont pas forcément de retour sur investissement, alors qu'on met de plus en plus d'argent sur le space transportation, le transport spatial, le vol habité, l'exploration robotique aussi. Est-ce que c'est difficile de financer ces missions-là ? Comme le disait un directeur général de l'ESA, il y a quelques temps, heureusement, l'ESA a beaucoup d'idées par rapport au fonds qu'on a. Et je pense que cela est plutôt positif, parce que ça veut dire qu'on est une agence riche en termes d'idées, de technologies, et donc je pense que c'est assez normal de batailler pour les fonds et faire en sorte que ce soit les meilleures idées qui soient implémentées. Cela dit, c'est vrai que l'investissement dans le spatial est extrêmement important. Il y a un retour économique global qui est supérieur à l'investissement direct dans certaines missions. On avait fait une analyse, par exemple, sur ERA. C'était un rapport 2-1, c'est-à-dire 1 euro investi sur ERA donne 2 euros économiquement. Alors comment on l'explique ça ? Qu'une mission comme ERA, qui est du deep space, permette une retombée économique ? Parce qu'au fait, il faut savoir que l'investissement dans le spatial, c'est d'abord un investissement dans le terrestre. C'est-à-dire que le coût d'une mission part pas dans l'espace. Le gros de la dépense, c'est l'ingénierie, les études, la science. Les développements technologiques, c'est les matériaux sur Terre. Donc tout ça, au fait, reste sur Terre. Nous, on pense toujours qu'on investit sur une mission qu'on envoie tout dans et tout part dans l'espace. Au fait, non, c'est juste la petite partie qui reste dans l'espace. Mais le gros d'une dépense d'une mission spatiale reste sur Terre. Donc ça, déjà, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est toutes ces technologies. Comme je vous disais, il y a une certaine réutilisation. On pense toujours que le spatial, c'est de l'innovation, mais c'est aussi réutilisé de façon plus intelligente. Donc, au fait, chaque mission permet d'aller un peu plus loin et de rendre un peu moins cher la mission suivante. Donc, il y a plusieurs éléments et évidemment, la science, super importante. Une mission comme ERA va donner du travail à beaucoup de scientifiques pendant des décennies et pas seulement, va inspirer aussi la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. C'est une mission fantastique qui va inspirer beaucoup de jeunes que j'espère qu'ils vont entreprendre des études scientifiques, techniques, technologiques, de communication. Il y a plein de métiers qui peuvent se faire dans le spatial et donc alimenter l'économie. Oui. Alors, pour revenir une dernière fois sur la question du budget, quel était le budget de cette mission, par exemple, en particulier ? Alors, mission ERA coûte, clé en main, 300 millions d'euros. 300 millions d'euros, ce qui paraît très peu. Ce qui est assez peu pour une mission, effectivement, espace profond, deep space, comme on dit. Donc, alors, pas confondre, mission ERA, c'est le coût ERA et pas DART. Exactement. Le coût DART est à peu près le même chiffre, même ordre de grandeur. Et effectivement, c'est peu par rapport à ce qu'on a habitué. Cela dit, il faut aussi dire que ERA n'a pas développé des nouvelles technologies qui sont normalement
la pièce fondamentale des grandes missions scientifiques qui répondent, par exemple, à des questions cosmologiques qui prennent des décennies pour être développées. Donc, on part quand même d'autre chose. Par contre, on peut effectivement dire qu'on ouvre une petite niche à des façons différentes. Et en plus de ça, je pense que c'est intéressant de dire qu'il n'y a pas seulement la sonde Hera, mais il y a aussi 2 petites sondes qui vont voler avec. On appelle ça des CubeSats, donc comme des drones, qui vont voler à l'intérieur de Hera jusqu'à l'astéroïde. Et une fois qu'on sera sur place, on va les déployer. Et donc, ils ont un système de propulsion propre. Donc, ils vont voler en formation. Ce sera la première fois qu'on envoie un CubeSat autour d'un astéroïde. Alors, ça sera la première fois qu'il va rester en place, parce que la mission DART, on avait un aussi qui a pris des photos magnifiques de l'impact, mais il n'avait pas les moyens de rester sur place. Donc, il a fait un vol très rapide. Dans la mission. Il est resté 3 minutes à proximité entre 50 et 200 km de l'astéroïde, tandis que Hera, ça sera effectivement la première mission qui va mettre en orbite autour d'un astéroïde 2 CubeSats et eux, ils ont des technologies incroyables, très petites, donc ils vont faire des mesures de minéralogie, un radar pour comprendre la structure interne, comme un rayon X. On va le cartographier, l'observer tous les ans. Tout à fait. À l'extérieur, à l'intérieur, la température, on va prendre toutes les mesures qui sont nécessaires pour valider nos modèles numériques d'impact et pouvoir extrapoler cette technique qu'on a testée sur Didymos à d'autres astéroïdes. Alors, dernière question. Nous avons une échéance budgétaire le 22 novembre prochain qui a lieu, il se trouve à Paris. C'est la ministérielle, la conférence ministérielle de l'ESA, donc qui réunit les ministres du secteur spatial de chaque pays membre pour voter le budget sur les 3 prochaines années. 18 milliards, à peu près 18,7 précisément, a été demandé par Joseph H. Barrer. Est-ce que vous avez, vous aussi, dans la section défense de l'ESA, un budget qui va être voté à ce moment-là? Est-ce que ça fait partie du budget scientifique? Est-ce que ça va être difficile d'obtenir le budget attendu? Alors, c'est toujours difficile. Il y a beaucoup de priorités dans les pays membres. Et aujourd'hui, il faut l'avouer, on a des temps difficiles. Mais l'espace, effectivement, ne représente pas seulement un élément inspirateur, mais comme on a dit tout à l'heure, une valeur ajoutée dans l'économie européenne, une grande valeur ajoutée. Donc, on espère effectivement que ça soit une ministérielle de succès et de pouvoir développer encore plus ce qu'on appelle la space economy et donc aider l'économie. Le volet de space safety de l'ESA est un volet à part, donc ce n'est pas le budget scientifique, c'est un budget séparé. Et on s'attend effectivement, comme c'est un programme nouveau, il y a beaucoup de choses à faire. D'un côté, terminer le système de défense planétaire, qui n'est pas seulement la déviation, mais aussi un réseau de télescopes pour scruter le ciel et détecter les astéroïdes. Il y a une mission pour étudier le Soleil et il y a aussi toutes les activités des débris. Donc effectivement, on s'attend à un grand succès. Bon, merci beaucoup Yann Carnelli d'avoir pris le temps de venir répondre à nos questions sur le plateau de Smart Space. Je rappelle que vous êtes responsable de la mission Hera pour l'Agence spatiale européenne. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette édition de Smart Space. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi prochain, pour une nouvelle émission. En attendant, vous pouvez nous voir sur bismart.fr et nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. À très vite.